Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Au sommaire de cette mi-journée, l'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. Pays modèle en matière d'éducation. Et c'est grâce aux projets et programmes initiés et mis en œuvre sous le leadership du président de la République, Faure Essaouzou Singbe. Plusieurs réformes impactent positivement le secteur ces dernières années et nous ferons le point de quelques-unes en tout début d'édition. À suivre également la nouvelle qui a attristé plus d'un dans l'après-midi du 13 décembre dernier sur la nationale numéro 1. La passerelle piétonne d'Aguezongo a été percutée par un camion citerne surdimensionné et sa chute a occasionné malheureusement des pertes en vies humaines, des blessés et d'importants dégâts matériels enregistrés. Le sujet a réuni les élus du peuple et les ministères concernés ce vendredi à l'Assemblée nationale au cours d'une séance questions d'actualité pour mieux situer les responsabilités. Et puis c'est parti pour les championnats universitaires et scolaires pour le compte de 2024-2025. Le coup d'envoi officiel vient d'être donné à Mango dans la préfecture de Loti par le ministre des Sports et des Loisirs, Dr Lydie Kama Bessi. Voilà pour les titres. Voici le 13h de ce samedi 21 décembre 2024 et c'est en direct sur la télévision togolaise. L'éducation toujours au centre des actions de développement menées par le président de la République Faure Essaouzou Singbe. Ces dernières années, des résultats probants sont enregistrés dans le secteur à travers plusieurs réformes. Taux de scolarisation en baisse, en hausse plutôt, capacité d'accueil en milieu scolaire renforcée, recrutement et personnel enseignant formé et bien d'autres qui concrétisent la politique de l'éducation de qualité pour tous prônée par le président de la République, Yuri Chamega. Plus de détails. Progressivement, le Togo marque des pas importants vers une éducation universelle, équitable et de qualité pour chaque citoyen où qu'il soit. En témoignent les avancées significatives observées ces dernières années, synonymes d'un souffle nouveau impulsé par le chef de l'État Faure Essaouzou Singbe au secteur éducatif. Des avancées révélées par les résultats définitifs et détaillés du 5e recensement général de la population et de l'habitat. La politique est simple et impactante. Elle consiste à augmenter la capacité d'accueil dans les établissements scolaires, construire des infrastructures scolaires, mettre à disposition du matériel didactique et pédagogique, recruter davantage d'enseignants, former et renforcer la capacité du personnel d'encadrement. Une politique en bonne marche suivie de résultats concrets. Le taux brut de scolarisation au primaire atteint désormais 114%, reflétant une forte demande pour l'éducation de base. En parallèle, l'indice de parité entre les genres dans l'éducation primaire témoigne d'une quasi-égalité entre filles et garçons, signe d'un progrès en matière d'équité éducative. Au secondaire 2, l'on note 84 filles pour 100 garçons au niveau national, 72 filles pour 100 garçons en milieu rural et 68 filles pour 100 garçons dans la région des savanes. Ces résultats positifs sont attribués à des projets et programmes ambitieux à l'actif du président de la République. Le projet des cantines scolaires. À ce jour, le Togo compte plus de 1000 écoles bénéficiaires, soit plus de 21 000 écoliers du primaire et du préscolaire bénéficiaires du programme. Le projet d'amélioration de la qualité et de l'équité de l'éducation de base, PACIB, a renforcé l'accès à l'éducation et amélioré la qualité de l'enseignement. À fin 2023, le taux de décaissement global du PACIB est de 49,51% pour un montant de 7,8 milliards francs CFA, sans oublier le projet d'éducation et de la réforme institutionnelle. Le projet d'appui à la réforme des collèges PAREC, initié en 2014, est aussi porteur que bien d'autres. Entre 2014 et 2018, il a permis la construction de 160 salles de classe, la mise à disposition de mobilier et matériel pédagogique, la formation de 3000 enseignants et directeurs et plus de 40 000 manuels scolaires distribués. Également, le programme de formation professionnelle et d'emploi des jeunes, la gratuité des frais de scolarité et d'examen. De nombreux efforts qui s'inscrivent dans la stratégie du président de la République visant à bâtir un système éducatif inclusif et performant, capable de répondre aux défis du développement national et de l'école de la République.
L'accident de la circulation causé par l'effondrement du tablier est de la passerelle piétonne d'Agoué-Zongo le 13 décembre dernier a fait des victimes sur la nationale numéro 1 et a attristé plus d'un. Des interrogations se posent au sein des populations et au Parlement. Les élus du peuple viennent de demander des explications et réponses au gouvernement. C'était au cours d'une séance questions d'actualité à l'Assemblée nationale et pour la circonstance, 3 ministres étaient en face des députés. Marie-Ange Bida a tout suivi pour nous et voici son reportage. C'était le 13 décembre dernier. Un camion-citerne heurte le tablier est de la passerelle piétonne d'Agoué-Zongo, causant des décès, des blessés et des dégâts matériels. Les députés s'interrogent sur le drame. Ils demandent des réponses au gouvernement sur la base de l'article 16 de la loi du 6 mai 2024 et du titre 4 du chapitre 2 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. La séance s'ouvre par une minute de silence en mémoire des victimes de cet accident. Suivi de la compassion de l'Assemblée nationale. Au nom de la représentation nationale, je salue avec beaucoup de respect la mémoire de nos frères et sœurs qui ont perdu la vie dans cette tragédie. Je souhaite également une prompte guérison aux blessés. Je voudrais ici présenter toutes nos compassions aux familles éplorées et nos félicitations aux équipes de secours mobilisées. Ensuite, les députés, par la voix d'une des leurs, posent les questions. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous situer davantage sur les circonstances de cet accident? Au pupitre, le ministre des Infrastructures et des Travaux publics, Sani Yaya, répond. Les premières constatations qui ont été faites par les services de police, un camion-citerne hors gabarit a donc tenté le passage sous la passerelle dont la hauteur était limitée à 6 mètres. Et donc, dans cette tentative de forcer le passage, la passerelle a été arrachée à sa base et a chuté, est tombée. Et donc, en tombant, la passerelle a malheureusement occasionné 8 morts et 3 blessés. Et les questions s'enchaînent. Quelles sont concrètement les mesures prises par le gouvernement? À l'instar de la passerelle d'Agoué-Zongo qui s'est effondrée, il y a d'autres passerelles sur les routes nationales. Nous voudrions avoir des explications sur les conditions sécuritaires de ces passerelles piétonnes. Les réponses aussi. Nous avons visité tous les sites pour nous assurer, en tout cas de notre point de vue, avec les ingénieurs bien sûr, et les bureaux de contrôle, qu'il n'y a pas de risque imminent pour les autres passerelles. C'est ça le sens de la question. Et c'est important que l'Assemblée et que la population puissent être rassurées. Mais en plus des portiques, ce que nous avons décidé, c'est de faire des dos d'âne, les ralentisseurs, en amont des portiques. Nous avons pensé que, puisque en cognant, ça peut arracher, puisque le tablier est posé, pourquoi ne pas faire une butée? Et donc, en quelque sorte, un poteau qui est placé dans le sens de la route, de sorte que même si c'est cogné, le poteau bloque la sortie du tablier. Cette question est en cours d'étude. Nous allons renforcer le dispositif de contrôle de la charge à l'essieu. Déjà même à la sortie du port
et puis même en circulation, en relation avec le ministère de la Sécurité pour traquer les véhicules hors gabarit qui portent le risque. En même temps, intensifier aussi la sensibilisation au niveau de tous les usagers de la route par rapport au respect des règles de la route, notamment en matière de gabarit, de savoir qu'il y a des passerelles qui devraient être normalement à 4,5 mètres, mais qui sont à 6 mètres. Avec le ministre Sani Yaya, puis avec l'ambassadeur Kalis Batossi Madjoulba, ministre de la Sécurité et de la Protection civile, qui évoque les procédures enclenchées suite à l'accident. Nous avons 4 séries d'auditions. Les auditions faites, 5 personnes ont fait l'objet de garde à vue, justement pour les nécessités de l'enquête. Et elles ont été libérées sur instruction du procureur de la République après 48 heures de garde à vue. Et les motifs pour lesquels elles ont été gardées, c'était déjà défaut de précaution, non-respect de la réglementation en vigueur et homicide involontaire. L'enquête judiciaire est pratiquement en cours de finalisation et elle sera transmise au procureur de la République de Lomé très bientôt. Le ministre des Droits de l'Homme, Pacome Adjourouvi, renchérit. Donc une enquête ouverte par le procureur de la République qui va donner des résultats et engager des poursuites et situer des responsabilités, naturellement, mais aussi une mesure administrative qui va réunir un certain nombre de ministères et non seulement les ministres, mais aussi l'ordre des architectes et des experts qui vont se prononcer sur la solidité de nos routes, de nos passerelles, de tout ce qui est emprunté par la population au quotidien pour un seul objectif, protéger plus la population togolaise. Cette tragédie a secoué toute la population togolaise. Le chef de l'État, Faisal Gnassingbé, en premier. Pour toutes les dispositions prises dès les premières heures de l'accident, l'Assemblée nationale est reconnaissante. Nous ne manquerons de saluer la proximité du chef de l'État qui, chaque jour, joint à la parole l'acte. Aucun Togolais ne sera laissé pour compte. Je crois que le chef de l'État le démontre chaque fois que des situations de ce genre se présentent. En ce qui concerne cet accident, au tout dernier Conseil des ministres, le chef de l'État, Faure Essozina Gnassingbé, a donné les instructions pour que les victimes et les familles concernées bénéficient d'un accompagnement adéquat de l'État. Il a ordonné qu'une commission d'enquête soit mise en place pour que la lumière soit faite sur les circonstances de l'accident et situer les responsabilités. Par cette séance sur les questions d'actualité, l'Assemblée nationale joue son rôle de contrôle de l'action gouvernementale. Au total, ils sont 21 003 candidats à la conquête de 800 postes au ministère de l'économie et des finances ce matin. Les épreuves du concours national de recrutement de fonctionnaires du ministère de l'économie et des finances ont démarré ce samedi dans les centres d'écrit de Lomé, Kara et Dapan. Une délégation des ministères en charge de la fonction publique, de l'économie et des finances vient de faire le constat du déroulement du dit concours au lycée de Tokoin 2 dans la capitale togolaise. Yasmine Kodia l'a suivi et voici son reportage. Top départ pour le démarrage des épreuves écrites du concours de recrutement de fonctionnaires, comptant pour le ministère de l'économie et des finances. Pour la première épreuve, les candidats composent en culture générale. Le ministère de la réforme du service public, du travail et du dialogue social et celui de l'économie et des finances, représentés ici au lycée de Tokoin 2, sont sur le terrain pour constater l'effectivité du démarrage des épreuves et encourager les candidats à plus d'ardeur et d'abnégation. Nous venons de constater que les choses se déroulent très bien et que tous les candidats ont pu avoir une place assise, un rabat, mais aussi des épreuves. Et nous sommes contents de l'organisation de ce concours. Nous souhaitons vraiment les meilleures chances à tous les candidats. Nous pensons qu'il y a un intérêt assez prononcé pour ce concours et nous sommes certains qu'à l'issue de ce concours,
nous pourrons avoir vraiment les meilleures compétences pour l'administration togolaise. 21 003 candidats affrontent les épreuves de ce concours dans les différents centres décrits sur toute l'étendue du territoire national. Parmi eux, 800 seront retenus pour renforcer le personnel du ministère de l'Économie et des Finances. La stratégie nationale de transformation digitale de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage était au centre d'une rencontre tenue ce vendredi à Lomé. Organisée par le ministère en charge du secteur, les présents travaux visent à soumettre le document stratégique final élaboré à l'appréciation d'une équipe de techniciens en vue de sa validation. Reportage Marie-Reine Abeta et commentaire Yasmine Kodia. Lancée depuis mars 2021, la stratégie nationale de transformation digitale est à sa phase de validation. Elle s'inscrit dans l'initiative panafricaine pour la transformation digitale de l'enseignement technique et professionnel et de l'apprentissage, ETFPA, et des systèmes de développement des compétences en Afrique. Le projet vise à renforcer les systèmes éducatifs, la diffusion du savoir et l'accès à l'information, ainsi que l'efficacité et la qualité de l'apprentissage. Nous avons d'abord fait un état des lieux de l'ETFP au Togo. Nous avons établi une vision globale de l'ETFP d'ici 2035 et nous avons décliné cette vision en trois grands axes. Un axe pour la gouvernance, un second pour l'amélioration des infrastructures et un troisième pour la qualité de la formation. Mais tout ça grâce au numérique. La stratégie ne touche pas que la formation, ça touche aussi le domaine administratif. Donc le but de la stratégie, c'est de faciliter aussi la gestion de l'ETFP dans son ensemble. Le Togo bénéficie du soutien des partenaires techniques et financiers, notamment l'UNESCO, la BAD, la GIZ, l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation, l'IFEF et autres. Ces derniers soulignent l'importance d'impliquer le secteur privé qui est appelé à jouer un rôle majeur dans ce processus de digitalisation dans la formation technique et professionnelle de l'apprentissage. Le sujet du numérique qui est devenu d'actualité, tout le monde travaille sur le numérique, tout le monde fait des appuis dans le numérique, mais il fallait que ces appuis-là soient cohérents. Et pour avoir une certaine cohérence dans nos appuis, il nous faut un document de stratégie afin que nos interventions s'alignent avec les priorités du pays. Doter le Togo d'un système de développement de compétences techniques et professionnelles de qualité, équitable et accessible à tous. L'Institut de la francophonie de l'éducation et la formation a vu juste en accompagnant la mise en œuvre de ce projet qui va favoriser l'employabilité, la mobilité professionnelle, l'apprentissage tout au long de la vie et la promotion d'une croissance économique inclusive et d'un développement durable. Nous sommes en train d'élaborer une stratégie qui permettra de faciliter, d'accroître l'intégration du numérique dans l'enseignement de manière générale, à la fois dans les ressources numériques pédagogiques et aussi dans la formation de nos formateurs. C'est conforme aussi à un des objectifs du développement durable qui vise à accroître la qualité et à favoriser une accession de l'éducation à tous les apprenants. Le document de stratégie, une fois validé, restera un véritable cadre référentiel devant régir la digitalisation de l'ETFPA. Les périodes de fêtes de fin d'année sont souvent des moments privilégiés propices aux arnaques de tout genre. Face à cette situation, l'Agence nationale de cybersécurité joue le rôle de sentinelle et appelle à plus de vigilance. L'ANSSI compte mettre les professionnels des médias à contribution à travers une rencontre tenue sur les nouvelles formes d'arnaque et les mesures à prendre pour ne pas être victime. Le résumé des travaux avec Abiré Nyassingbe. De supposées subventions de 85 000 francs CFA du chef de l'État pour permettre aux Togolais de mieux fêter Noël, ou ce site qui propose des bébés à adopter, les escrocs reviennent avec de nouvelles méthodes d'arnaque. Ces faux messages paraissent tellement vrais qu'ils sont tout de suite relayés sur la toile, faisant de nombreuses victimes. Pour amener la population à être des hommes avisés et reconnaître le vrai du faux,
l'Agence nationale de cybersécurité s'unit aux médias pour porter haut son message. Ils sont plusieurs à être conviés à cette rencontre de formation et de sensibilisation. En cybersécurité, nous avons l'habitude de dire que le problème se trouve entre le clavier et la chaise. Entre le clavier et la chaise se trouve l'être humain. Et donc, le maillon le plus faible de la chaîne de sécurité informatique, c'est vraiment l'être humain. Et ceci, du fait du manque d'information. Et comme vous êtes les vecteurs de la diffusion de l'information en tant que média, c'est pourquoi donc on vous associe à cet événement. Pour, dans un premier temps, vous nous accompagnez dans le relais et la diffusion des alertes et des communiqués que l'ANSSI publie régulièrement concernant des actes de cybercriminalité. Nous sommes en fin d'année et c'est la période très propice que les cybercriminels choisissent parce que c'est la période de fête et souvent des administrations ou bien des entreprises font des promotions et ils s'engouffrent dans cette brèche pour publier des fausses promotions, de faux cadeaux, etc. Et beaucoup de nos concitoyens tombent dans ces pièges. Maîtriser la réglementation et relayer les alertes de l'autorité en matière de cybersécurité, les participants vont devoir plancher sur 2 modules. Nous allons parler de l'agence, nous allons parler de nos missions. En dehors des missions de l'agence, nous allons parler également de quelques lois et décrets qui régissent la cybersécurité au Togo. Et à la fin, nous allons terminer avec la stratégie nationale de la cybersécurité. Donc c'est le premier volet, le premier module. Et le second, qui va donc aller beaucoup plus en détail sur les éléments techniques, vous montrer comment détecter les arnaques, vous montrer les différentes attaques que nous avons récemment vues passer, les fake news. Nous allons voir comment est-ce que les cyberattaquants opèrent. Les périodes de fin d'année sont souvent sujettes à beaucoup d'arnaques. L'Agence nationale de cybersécurité ANSSI appelle la population à la vigilance. Dans le contexte du renforcement des efforts du gouvernement pour revitaliser le secteur du cinéma et de l'audiovisuel au Togo, le ministère de la Communication, des Médias et de la Culture vient de tenir une rencontre de travail consacrée à la validation du plan stratégique quinquennal 2025-2029 pour le rayonnement du 7e art. Les travaux ont été dirigés par le ministre de la Communication, des Médias et de la Culture, porte-parole du gouvernement Yawa Kwigan, et visent à doter le secteur d'outils professionnels pour structurer durablement le cinéma et l'industrie audiovisuelle et partant, promouvoir les productions nationales. Pierre Sousouka. C'est un moment charnière pour l'avenir du cinéma et de l'audiovisuel au Togo. Une nouvelle ère s'ouvre. Elle est portée par le gouvernement et les professionnels du secteur. Le catalyseur, un plan stratégique quinquennal, fin prêt pour dynamiser la filière et valoriser les talents locaux. Tous s'accordent sur une vision ambitieuse et innovante avec un objectif commun, faire du cinéma un véritable moteur de développement socio-économique pour le pays. Mais pour atteindre cet objectif, des garde-fous sont nécessaires. Yawa Kwigan, ministre de la Communication, des Médias et de la Culture, porte-parole du gouvernement, a réaffirmé l'engagement de l'État. Transformer le secteur en un levier économique attractif pour les investisseurs. Les producteurs et cinéastes, quant à eux, rêvent déjà grand. Ce plan nous permettrait en fait de faire des productions, des coproductions avec les autres pays et aussi en fait que les autres pays viennent découvrir également notre pays. Aujourd'hui, avec ce qui est en train de se mettre en place, c'est que nous allons renforcer nos capacités. Nous allons participer avec l'État à faire des films qui parlent plus de notre culture, qui parlent plus de notre identité, qui font de la destination Togo un territoire à visiter, une histoire à connaître. Bien faire connaître le Togo dans son histoire, avec sa richesse culturelle et son potentiel artistique, tout l'enjeu est là. Et le plan quinquennal de stratégie de développement du secteur se veut un outil précieux à même de relever des défis. Et cela s'appuie sur plusieurs leviers. Le premier, c'est de rappeler qu'il n'y a pas de cinéma s'il n'y a pas de production. S'il n'y a pas de production qui parle aux Togolais, s'il n'y a pas de production en qualité et en quantité. Le deuxième, c'est qu'il n'y a pas de production s'il n'y a pas de compétences. Donc il faut un plan de formation qui est ambitieux, un plan de formation qui est pratique, qui est au sein des sociétés de production pour renforcer ce tissu productif. Et l'une des ambitions est qu'en l'espace de 5 ans, la preuve de la contribution du cinéma et de l'audiovisuel au développement socio-économique du pays soit établie. Le gouvernement et l'ensemble des partenaires y croient. Pour Yawa Kwigan, la nécessité d'une approche tripartite reste un grand atout. Chez nous,
On dit que ce qui est assis sur un foyer à 3 fondements conserve définitivement la stabilité et donc la viabilité et donc la durabilité. On dit, pour ceux qui comprennent, Eveumina, et nous, en Adopoto, on dit Glinon. Quels sont donc ces Adopotons? Ces 3 piliers seront l'engagement des acteurs du secteur, dont on ne peut plus douter, le soutien des partenaires financiers du cinéma et de l'audiovisuel et l'appui structurant du gouvernement togolais. J'ai espoir que vos travaux nous diront si cela est juste. Alors, les acteurs du cinéma, pas que les acteurs, enfin, ou les acteurs de part et d'autre de la caméra, je voudrais dire, je considère que vous êtes le cœur battant de l'industrie parce que le cinéma togolais repose avant tout sur votre ingéniosité, vous l'avez démontré de tout temps, sur votre créativité et aussi sur votre résilience dans un contexte qui n'est pas toujours amical ou favorable ou attentif au cinéma et à la création. Vous, donc, réalisateurs, producteurs, scénaristes, techniciens, acteurs, et j'en oublie, êtes les architectes de notre narration collective. Vous racontez nos histoires, vous portez nos valeurs et vous reflétez nos espoirs. Votre travail est donc le fondement même de cette industrie et nous avons une confiance inébranlable en votre capacité à rivaliser sur les scènes nationales et internationales pour peu que nous y travaillions tous ensemble. Le deuxième pilier de notre ADOPO, ce sont donc les partenaires financiers. Un soutien indispensable à la croissance, à notre sens. Je voudrais vous inviter, chers partenaires, à voir dans le cinéma togolais un investissement prometteur, capable de générer des retombées économiques, de créer des emplois et de positionner notre pays, le Togo, comme une destination culturelle et cinématographique incontournable. Le troisième pilier de notre ADOPO, le gouvernement togolais, est le garant dans cette construction d'un cadre propice et structurant. Sous l'impulsion de son Excellence, M. Faure Zimna Gnassingbé, président de la République, le gouvernement togolais est résolument engagé à jouer sa partition pour renforcer et structurer le secteur. Au clap de fin de cette rencontre, d'importantes mesures ont été adoptées pour assurer le succès de ce Tchouchi. Les bases d'un partenariat durable sont désormais posées et le secteur est prêt à relever les défis pour faire rayonner les talents togolais à l'international. L'initiative pour le financement des entreprises vertes en Afrique a réuni ce vendredi le ministère en charge de l'environnement, les acteurs du domaine des finances, de l'entrepreneuriat et de l'environnement. Les travaux sont axés sur la présentation du rapport sur le financement vert pour une mise en œuvre efficace des recommandations formulées. Yasmine Kodia, précision. Le Togo mise sur le partenariat public et privé pour le financement de l'économie verte. Dans cette optique, le PNUD accompagne les acteurs dans la mobilisation des ressources et la réalisation des projets ambitieux visant la promotion des entreprises vertes à travers le Centre pour la finance durable en Afrique, ASFH, du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Le Togo a fait des progrès significatifs dans l'adoption de stratégies pour la durabilité environnementale, malgré plusieurs défis de développement, et aussi une empreinte carbone qui reste relativement faible. Le rôle des entreprises vertes apparaît plus vital que jamais dans la protection de notre environnement. En adoptant des pratiques durables, ces entreprises contribuent non seulement à résoudre les problèmes environnementaux, mais crée aussi de nouvelles opportunités économiques qui peuvent générer des emplois. Le ministre en charge de l'environnement a témoigné sa gratitude à la représentante résidente du PNUD au Togo pour la pertinence de ce projet. Il vient ainsi renforcer les actions engagées par l'État dans la lutte contre les effets du changement climatique. Au Togo, l'atteinte de l'objectif global prévu par les CDN
nécessite d'imposants moyens d'investissement dont le coût est estimé à environ 5,526 milliards de dollars US entre 2020 et 2030. Face à l'insuffisance des moyens mobilisés auprès des partenaires pour atteindre nos objectifs, il est important que des solutions appropriées soient trouvées au niveau national. Chaque défi représente également une opportunité. C'est dans ce contexte qu'il nous faut véritablement nous tourner vers des entreprises vertes. La transition vers une économie verte reste une opportunité pour une croissance économique inclusive, la création d'emplois et la préservation de nos ressources naturelles. L'initiative pour le financement des entreprises vertes en Afrique, AGBFI, va contribuer à la réduction des gaz à effet de serre grâce à la mobilisation des ressources nécessaires pour soutenir l'économie verte. Et pendant ce temps, les bénéficiaires des services financiers du FNFI, Fonds national de la finance inclusive, étaient de leur côté à une rencontre nationale dédiée au bilan. L'occasion de passer en revue les résultats atteints et d'échanger sur les défis à relever pour plus d'impact de ce fonds mis en place par le chef de l'État fort Essaouzou Gnassingbé il y a déjà 10 ans pour réduire la pauvreté au Togo. Ces travaux se sont déroulés à Notien dans le Haro et ont été suivis par Immaculée Bawéa Balo et son reportage est présenté par Antoinette Omao Vavor. Regardez. Elles sont plus de 300 bénéficiaires des services financiers venus de toutes les préfectures du Togo réunis ici à Notien dans la commune de Haro 1. À cette rencontre nationale de la Fédération des bénéficiaires des services financiers, FEBCF, il est question de dresser le bilan de l'année 2024. À 92% du taux de remboursement, le bilan reste positif. On aimerait que ce soit 100%. Mais vu les difficultés, le bilan, nous pouvons dire qu'il est positif. Une occasion pour ces femmes bénéficiaires de s'encourager et de témoigner leur gratitude au chef de l'État, père fondateur du FNFI. On a fait un groupement. C'est dans ce groupement qu'on a eu le financement de la GRICEF. 2 fois des millions, jusqu'à 4 millions. Nous avons bien payé. Toutes les femmes togolaises, celles qui n'ont pas eu ce financement, elles n'ont qu'à tout faire pour prendre ça. Ça va changer leur vie. Vraiment, je remercie le président de la République qui nous aide. J'ai commencé avec 10 000 francs. Et après, j'ai pris 100 000 francs. Après, je suis arrivée dans les 500 000. À l'arrivée du nouveau produit Codédé, j'ai eu un financement de 5 millions. J'ai pu bénéficier de ces fonds parce que je remboursais très bien. Nous disons un grand merci au FNFI. Pour le directeur général du Fonds national de la finance inclusive, Ndassim, cette rencontre appelle à plus d'implication de tous les bénéficiaires et surtout à la nécessité de rembourser les crédits afin de permettre à cette initiative de répondre davantage aux aspirations des populations cibles. La présidente de la FEBCF convie tous les bénéficiaires à une intensification de la sensibilisation sur les différents produits du FNFI afin de toucher toutes les contrées du pays. Nous sommes tellement très contentes. Notre PR, Fort Essaouzou Gnassingbé, qui ne cesse jamais de nous aider. Nous sommes vraiment toujours derrière lui et nous comptons sur lui. Nous souhaitons la longue vie pour lui. Il a initié FNFI pour les bénéficiaires. Donc nous continuons toujours à travailler bien et rembourser bien pour qu'ils puissent nous aider plus. En janvier 2024, le Fonds national de la finance inclusive, FNFI, a célébré 10 ans d'inclusion financière réussie. Il a octroyé des crédits dont le montant s'élève à 109,593 milliards de francs CFA, un montant atteint grâce au bon remboursement des bénéficiaires. Un reportage présenté plutôt par Eliagba Nyandao.
La journée mondiale du diabète est observée le 14 novembre chaque année. Diabète et bien-être, c'est le thème retenu pour l'édition 2024, célébrée en différé mercredi dernier à Lomé. Plusieurs activités sont inscrites au programme avec le financement de la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Reportage de Judith Attaqué et Marie-Thérèse Nabédé. Regardez. Rose, la cinquantaine, souffre du diabète depuis 2019. Mais grâce à une prise en charge précoce et au soutien de sa petite famille, son bien-être est assuré. Tout comme Rose, plus de 24 millions de personnes en Afrique souffrent de ce mal silencieux, selon l'OMS. La célébration en différé de la Journée mondiale du diabète 2024 est l'occasion pour tous les acteurs impliqués de poursuivre la lutte contre cette épidémie silencieuse. Plusieurs thématiques sont ici débattues à cet effet. Au niveau du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, beaucoup de choses sont faites depuis plusieurs années, notamment sensibiliser, mais également mettre en place des stratégies qui permettent au personnel de santé de mieux diagnostiquer ces maladies. Grâce à l'appui de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, l'association Jeunes Intellect pour la sécurité alimentaire au Togo a réalisé une étude qui porte sur la détermination de l'index glycémique de 155 mets à base de féculents fréquemment consommés au Togo. Les résultats partiels sont aussi présentés. L'objectif, c'est que si j'ai un aliment qui a un index glycémique élevé, comment pouvoir faire baisser cet index glycémique-là? C'est ce qui rentre un peu dans ce que nous appelons la charge glycémique, où quand je sais que l'index glycémique est élevé, je diminue la quantité de repas de cet aliment. Cela participe pour nous en tant que FAO à l'amélioration de l'alimentation des populations togolaises pour que la nourriture soit notre premier médicament face au diabète. Au Togo, la prévalence des personnes vivant avec le diabète est de 4,9%, soit plus de 400 000 personnes. Les médecins incitent chacun au dépistage précoce de la maladie et une prise en charge tôt pour éviter les complications qui invalident le patient diabétique. Également, pour que les aliments ne soient pas à l'origine des maladies, il faut des stratégies d'harmonisation. Les pays de la CEDEAO sont à Lomé et ils travaillent avec le comité technique d'harmonisation des normes des produits alimentaires dans la sous-région. Finalité, lutter efficacement contre la malnutrition à travers le respect des tests d'harmonisation qui seront adoptés à l'issue des travaux. Reportage de Judith Attaqué et Eli Abanyandao. À Lomé, ils sont presque tous réunis, les membres du comité technique de gestion d'harmonisation des normes dans l'espace CEDEAO. Ils planchent sur les meilleures stratégies de fortification des aliments à grande échelle. Ensemble, ils vont trouver des approches holistiques devant permettre de lutter efficacement contre la malnutrition sous toutes ses formes dans les 15 États membres. Conscient des impacts que l'enrichissement non approprié des aliments de base peuvent avoir sur la santé de la population, l'UNICEF apporte son soutien intégral à l'initiative. Nous restons toujours engagés derrière la CEDEAO pour continuer à les accompagner dans l'harmonisation de ces normes-là et la validation. L'avantage que nous entrevoyons à travers l'harmonisation, c'est que ça va permettre une meilleure circulation de ces produits-là dans l'espace CEDEAO, qui est quand même un espace assez considérable, et permettre donc de toucher un plus grand nombre de ménages et donc de leur apporter les éléments nutritifs qui sont nécessaires à leur bonne santé. Certains aliments ont été examinés et adoptés aux normes qualité. Il s'agira au cours de la rencontre d'inspecter également les paramètres déjà existants. Le problème de carence alimentaire est un problème crucial et qu'il faut vraiment prendre à bras le corps pour permettre donc à nos enfants, à nos femmes, surtout les femmes enceintes, de pouvoir donc avoir les éléments nécessaires pour leur croissance et leur bonne santé. Et donc les normes dont il est question aujourd'hui portent notamment sur les aliments enrichis, l'huile enrichie, la farine de blé enrichie, le sel iodé. Les normes évoluent. Les réalités d'aujourd'hui peuvent changer demain.
Et donc, il faut en tenir compte si cela est avéré par la science, la technologie et le savoir. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a un problème lié au complément alimentaire aujourd'hui. Vous voyez toutes sortes de publicités dans notre sous-région et ce n'est pas évident qu'un complément alimentaire qui est bien pour un enfant européen l'est pour un enfant togolais parce que nous n'avons pas les mêmes physionomies. Ce qui fait que nous risquons, si on ne fait pas attention, d'arriver à des formes sévères d'obésité dans nos régions et à des maladies que nous allons créer. C'est pourquoi nous avons décidé de prendre la question au niveau de la CEDEAO pour permettre justement que la question sanitaire, question de santé publique puisse être aussi prise en charge dans cette approche-là. Au Togo, le gouvernement, avec l'appui technique et financier des partenaires, a mis en place plusieurs stratégies pour lutter contre la malnutrition. D'importants efforts ont été consentis pour faire progresser la fortification des aliments à grande consommation. Et il faut également une bonne santé pour bien faire le sport. Et ceci nous conduit à Mango. Dans le Sud, nous sommes dans la région des Savanes pour le sport. Le stade municipal de Mango a abrité hier vendredi la cérémonie de lancement officiel des championnats scolaires et universitaires 2024-2025. Et c'est le ministre des Sports et des Loisirs, Dr Lydie Bessi Kama, qui a officiellement donné le ton à la saison 2024-2025 placée sous le thème un environnement sain pour une pratique sportive saine. Le film du lancement avec Yata Aratem. Déclare ouvert les championnats scolaires et universitaires édition 2024-2025. C'est parti donc pour une année scolaire et universitaire riche en activités sportives. Et pour ce lancement, placé sous le thème un environnement sain pour une pratique sportive saine, le traditionnel défilé des différentes délégations d'inspection préfectorale des sports et loisirs et de disciplines sportives et un match de football étaient au rendez-vous au stade de la ville de Mango. Sur l'aire du jeu, l'équipe du lycée Sansane Mango en blanc et celle du lycée d'enseignement technique de Mango en vert blanc. Très engagés et fair play dans le jeu, les deux équipes ont livré un match palpitant à rebondissement et se sont séparés au coup de sifflet final, 0 but partout. La fatidique épreuve de tir au but a permis à l'équipe du lycée de Sansane Mango de remporter la coupe 6-5. Je suis dans la joie pour cette aide que le gouvernement a apportée pour nous, de prouver notre valeur en tant que les jeunes élèves, voir ce que nous savons faire. Au programme également ce jour, l'athlétisme. 1000 mètres aussi bien pour les garçons que les filles. Au sprint final, chez les apprenants, Dieudonné Douti occupe la première place avec un chrono de 3 minutes 21 secondes devant Ibrahim Idrissou, 3,22 et 3,23 pour Nguissan Diafoku. Du côté des filles, Namoué Kokou s'impose avec un temps de 3,39 suivi de Dandieb Kamboki, 3,46, Chérifatou Issifou, 3,47, tous du lycée de Mango. Ce prix représente pour moi des mois d'exercices que je pratique. L'organisation des championnats vise à promouvoir la pratique du sport en milieu scolaire et universitaire, à transmettre les valeurs citoyennes aux élèves et étudiants pour une société paisible et épanouie. Le gouvernement fait de cette activité l'un des axes majeurs de son action dans l'optique de contribuer à l'éclosion d'une véritable élite sportive dans notre pays. Je voudrais exprimer ma solidarité profonde envers les populations de toute la région des Savanes touchées par l'extrémisme violent, ainsi qu'envers nos forces de défense et de sécurité qui veillent courageusement pour dérouter les forces du mal. Sachez que vous n'êtes pas seuls, car le gouvernement et nos forces de défense et de sécurité se tiennent à vos côtés pour non seulement mettre l'ennemi hors d'état de nuire, mais aussi ramener la paix et la quiétude si chère au chef de l'État, son Excellence Fort et Sozimna Niassine. Je voudrais relever que l'objectif premier poursuivi par les championnats scolaires et universitaires est de bâtir
et de co-construire avec l'ensemble des acteurs de l'écosystème éducatif la compétitivité et l'attractivité de notre sport d'élite via la promotion robuste et féconde du sport à la base. Je vous encourage à donner le meilleur de vous-même, à prendre part aux compétitions. Le ministre des Sports et des Loisirs, Dr Lydie Bessikama, a par ailleurs invité les élèves, au-delà de la dimension sportive, à saisir l'opportunité de ces championnats pour renforcer le dialogue interétablissement, le brassage et le vivre ensemble. Cette cérémonie de lancement a donné lieu à des récompenses aux acteurs qui ont marqué le football et des matériels et équipements sportifs. En prélude à ce lancement, le ministre des Sports a effectué une visite au stade de la ville de Dapan en plein travaux de modernisation. Nos amis parieurs de leur côté ont également mouillé le maillot et voici à présent les résultats. L'Autosam tirage numéro 391 de ce samedi 21 décembre 2024. Il s'agit des résultats comme suit, des numéros 28, 38, 25, 40, 18. Je reprends, il s'agit des numéros 28, 38, 25, 40 et 18. Et ceci referme cette édition. Merci à toutes les équipes et particulièrement à vous qui l'avez suivi du côté de Mango dans la région des Savanes. Bel après-midi à tous sur la première.